Salut, c'est Aline et Cédric de votre média LGBTQ préféré, Paint. Qui aurait pensé qu'un simple « Hello voisine » donnerait le ton pour une magnifique histoire d'amour. Mariko, première femme trans en France à avoir été élue maire de sa ville, vit une transition difficile. Un divorce de 15 ans et une double vie imposée par les circonstances pour protéger ses enfants. Puis un jour, elle décide de se mettre sur une application de rencontre et parle à sa voisine Nathalie. Nathalie, elle, qui n'avait jamais été avec une femme auparavant, tombe sous le charme et c'est le début d'une histoire bouleversante. Aujourd'hui, on vous parle de la love story de Marie et Nathalie. Bonne écoute. Marie et Nathalie, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez ? Bonjour, on va très bien par cette belle journée ensoleillée à Paris. C'est rare. C'est la rare. chance. On commence du coup ce podcast avec vous. On est très heureux et heureuse de vous avoir et honorés. On commence avec la première question qu'on pose à tous nos couples qui est: si vous deviez écrire un livre sur votre histoire d'amour, quel en serait le titre ? C'est déjà fait. Bah, c'est vrai qu'on en a un peu parlé dans mon livre que j'ai fait là qui était un livre de témoignages. Après, ce serait pas une grande histoire romantique. C'était plutôt une histoire un peu drôle puisque c'est un enchaînement de circonstances. Elle habitait d'un côté de la forêt, moi j'habitais de l'autre côté de la forêt. On s'est rencontrés au milieu de la forêt. Enfin, c'est plus quelque chose qui relèverait d'une comédie qu'une belle histoire romantique. La première fois qu'on s'est embrassés, c'était sur un parking en hiver. Il faisait froid, je demandais qu'une chose, c'était de me barrer. Et je me suis dit, vu la tête qu'elle fait, si je l'embrasse pas, c'est mort. Donc voilà, non, c'était pas une super histoire d'amour. C'est plutôt rigolo mais qui a bien marché au final. Mais du coup, là, le titre, ce serait quoi ? Ce serait quel titre on mettrait ? Une rencontre dans la forêt. Rencontre dans la forêt. Rencontre champêtre. Rencontre champêtre ? Pourquoi pas ? Allez. Pour commencer, du coup, on va essayer de comprendre un peu le contexte de chacune, de comprendre d'où vous venez. Et donc, j'allais commencer avec Nathalie. Si tu peux nous parler un peu de toi, qui tu es, quel âge tu as et d'où tu viens. Alors, j'ai 51 ans, j'ai 2 enfants, 21 et 18 ans. Et donc, je travaille à mon compte dans le prêt-à-porter et je suis également manager d'une équipe. Donc, c'est pour une marque de vente à domicile. Et puis, j'ai vécu 20 ans avec mon ex-mari. J'ai divorcé et un jour, ma fille m'a dit, parce que mes copines me tannaient pour que j'aille m'inscrire sur des sites de rencontres. Et je dis non, foutez-moi la paix, les mecs, j'en ai ras-le-bol. et donc, ma fille m'a dit, maman, tourne la page. Très bien. Donc, je me suis inscrite. Et c'est vrai que c'est particulier quand même. On a l'impression d'aller faire son marché. Bon. T'avais quel âge ? Et donc, ça fait combien de temps qu'on s'est rencontrés ? 9 ans. Ça fait 9 ans, donc j'avais 42 ans, quoi. 42 ans. Et puis, très rapidement, au bout de 3 mois, Marie, à l'époque, me dit « Bonjour voisine ». Bon, je lui dis « Tiens, je suis abordée un petit peu différemment que les autres ». Je réponds « Bonjour voisin ». Et puis, effectivement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas très, très loin. Donc, très vite, on s'est appelé. Et puis, elle m'a charmée au téléphone. J'ai dit « Je veux absolument la rencontrer ». Tu te souviens ce qu'elle t'avait dit ? Pas exactement, non. J'avais pris ma petite voix douce et agréable. C'est ça. Très rassurante. C'est ça. Je savais que si je pouvais démarrer la discussion, j'allais emballer l'affaire. Et ça, c'était du coup avant la transition, avant ta transition. Avant avant. la transition. Non, la transition était démarrée. C'est-à-dire, j'avais déjà des seins, j'avais une peau douce, j'étais épilé. Voilà, je faisais homme très androgyne. Voilà. Ok. Et toi, ça t'attirait ou c'était pas basé sur le physique ? Je te dirais que la photo qu'elle avait mise sur Mythique, ça y est, je l'ai dit. On se doutait de toute façon. Hein. Ça aurait pu être Tinder aussi, mais on se doutait. Eh bien, tout à fait. En fait, quand j'ai vu sa photo, j'ai dit « Oh non, pas ce profil !» Je n'en veux pas. Comme ça ? Ouais, parce que maintenant, la photo ne me plaisait pas. Et puis bon, quand elle m'a dit « Bonjour voisine », j'ai quand même répondu. Et là, quand on s'est rencontrés dans la forêt, je l'ai vu sortir de sa voiture, j'ai dit « Oh purée, pas mal ». Et du coup, tu étais déjà en transition à ce moment ? Ouais. Alors, Mais je ne le savais pas. Ah ! Elle ne savait pas. Il y avait un peu. Donc toi, dans Mythique, tu avais cherché Un homme. homme. Moi, je suis hétéro. Ok. Voilà.
Ok. Mais justement, c'est une bonne transition pour que tu nous expliques un peu peut-être le contexte derrière ton histoire et ta transidentité. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement quand est-ce que tu t'en es rendu compte? Alors, la transidentité, c'est compliqué parce qu'à partir du moment qu'on s'en rend compte, qu'on met des mots dessus, c'est quand en fait? Parce que c'est une prise de conscience progressive. Moi, je sais que quand j'étais tout jeune enfant, à l'école maternelle, je ne voulais pas aller dans les toilettes des garçons. Donc, c'est des souvenirs que j'ai mais je n'avais pas compris ce que j'étais, quoi. Donc, c'est un cheminement et c'est vers l'âge de 40 ans que j'ai dit à mon épouse de l'époque que que j'avais compris. Elle l'a très mal vécu. Elle a pris ça comme une trahison, alors qu'au contraire, c'était un signe d'honnêteté pour moi. Et donc, ça a donné un divorce très, très, très dur qui a duré 15 ans. 15 ans. Ouais, 15 il se passe quoi pendant ces 15 ans du coup? C'était les anciennes procédures, maintenant c'est plus possible. C'était il y a un petit moment. Donc, en fait, d'appel en appel, d'incident de mise en état, enfin je ne suis pas rentré dans les procédures, mais voilà, donc ça a duré 7 ans pour le divorce proprement dit et 7 ans pour la liquidation de la communauté. Donc j'ai été libéré très tardivement. Quoi, et tu as eu des enfants avec? Oui, j'ai eu 3 enfants qui aujourd'hui sont avec moi. Donc voilà, c'était très très dur, on m'a fait payer le prix fort en fait. Donc pendant cette phase-là, je ne pouvais pas finir ma transition parce que vous étiez trans, forcément un danger pour les enfants. Donc ça m'a un peu bloqué, donc j'avais un peu une double vie. Et donc quand j'ai rencontré Nathalie, j'avais une double vie, j'étais femme le week-end, homme au boulot la semaine. Je me suis dit, c'est super, il prend bien soin de lui, il y a un petit peu de fond de teint qui dépasse, je préfère ça. Mais du coup, quand tu étais petite, Marie, est-ce que tu connaissais la transidentité, tu sais ce que c'était? Non, moi j'ai 58 ans, donc à l'époque, ces mots n'existaient pas. La seule chose qu'on connaissait, c'était l'homosexualité. Puis sinon, c'est pas moi, je suis pas homosexuel, donc je ne m'identifiais pas à ça. Puis après, il y avait bien des transformistes, des travestis dans les cabarets, mais je ne vais pas aller travailler dans les cabarets. Enfin, on avait peu d'images là-dessus. Puis il n'y avait pas Internet. C'est pas à la bibliothèque municipale, vous allez trouver un livre sur la transidentité ou la dysphorie de genre, faut rêver. Donc, puis c'est avec l'arrivée d'Internet et la circulation de l'information qu'on se dit, tiens, il y a des gens qui sont comme nous, qui racontent la même histoire, qui ont vécu la même histoire, les mêmes tourments, les mêmes angoisses, cette impression de ne pas vivre sa vie, cette impression de tout rater. On dit, mais tiens, mais ce ressenti-là, c'est le mien. Et donc, c'est là où j'ai pu mettre des mots vers l'âge de 40 ans. Quand j'ai compris que je pensais, que je vivais, que je ressentais comme une femme, même si mon corps était celui d'un homme. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu du succès avec les femmes. Parce qu'avant, j'essayais de faire l'homme. Puis après, j'ai dit, non, au final, je sais ce qu'elles aiment. Si j'aime, elles aiment, etc. Et donc, et là, en fait, après, j'ai eu beaucoup de succès avec les femmes. Oui, parce que tu en étais une, en fait. Donc, voilà, donc puis elle disait toujours, c'est super avec toi, en plus, on a une copine, etc. Enfin, c'était assez drôle. et par contre, quand j'essayais de faire l'homme, ce que je n'étais pas, j'étais pas naturel, j'avais pas les codes, et puis on ne triche pas avec une femme, elle sent les choses. Donc, et quand je suis devenu moi-même, c'était beaucoup plus facile, quoi. Quel paradoxe. Et dans ta famille, quand tu étais plus petite, il n'y avait pas un moment où il posait des questions, où il disait pourquoi elle réagit comme ça, ou est-ce que tu avais par exemple des crises de dysphorie? Non, parce qu'en fait, quand vous êtes trans et que vous êtes jeune, en fait, vous vous isolez. Vous ne pouvez pas aller avec les garçons, vous n'avez pas les codes, ils vous tabassent, ils vous violentent. Le monde des garçons est assez dur. Si vous n'êtes pas un petit mâle alpha, c'est compliqué. Et puis, les filles ne veulent pas de vous, vous êtes un garçon, donc vous êtes seul. Donc, en fait, ma petite enfance, j'ai vécu dans la solitude. Mais ce qui ne me gênait pas plus que ça, parce que je suis une personne introvertie, donc ça allait. Donc, ce qui fait que j'étais dans mon coin seul, je remplissais ma vie de tas de choses, mais je jouais pas au foot, je faisais pas du vélo, j'avais pas de copains, j'avais pas de copines. C'est une enfance de solitude. Et tu as eu des crises de dysphorie ou pas? Forcément, on se pose des tas de questions. Le plus compliqué, c'est à l'adolescence, parce qu'à l'adolescence, en plus, on doit s'affirmer. Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que notre corps ne change pas comme on veut. Il y a un truc qui était horrible, c'est ma mère me disait « Oh, tu as vu, qu'est-ce qu'il a de grandes mains, il va devenir grand et fort. » Pour moi, c'était une condamnation à mort.
devenir grand et fort. C'était le truc le plus horrible qui pouvait m'arriver. Non, moi, je voulais rester comme j'étais. C'était horrible. Je me souviens toujours de ces paroles prophétiques. Alors oui, je suis devenue grande, mais pas forcément forte. Mais c'était horrible. Donc moi, j'ai l'impression que j'étais dans le couloir de la mort, en fait. L'adolescence arrive, on voit les poils qui poussent, les trucs. C'est une déchirure à chaque fois qu'on grandit, qu'on avance, etc. Après, je suis toujours restée assez féminine, puisque c'est bien plus tard que j'ai fait des tests endocriniens, que j'avais eu un taux de testostérone naturellement très bas. Ce qui explique que j'ai eu une puberté très tardive par rapport aux autres garçons, ce qui accroissait encore la difficulté, quoi. Et beaucoup de jeunes trans sont aussi dans ma situation. On voit qu'ils naturellement sont assez féminines. Donc, ça a été assez difficile cette période-là, quoi. Et surtout, cette ambiguïté entre l'identité et l'orientation. C'est-à-dire, j'étais attirée par des femmes, mais en même temps, je voulais être elle. C'est super compliqué à gérer dans sa tête parce que on aime le sujet et on aime l'objet. Voilà, je ne sais pas si on peut comprendre les choses. Donc j'avais toujours cette ambiguïté dans ma relation aux femmes où j'étais à la fois jalouse de sa robe, mais en même temps j'étais attirée par ses jambes. Voilà, c'était très bizarre avant de comprendre que c'est parce que simplement j'avais une identité féminine, mais une orientation qui aimait les femmes, quoi. Donc c'est beaucoup plus compliqué dans cette situation-là parce que je pense qu'il y a une rétroaction cognitive entre l'orientation et l'identité. Voilà, quand on a un homme, on veut plaire, on se sent homme pour plaire à la femme, et la femme elle veut aussi être femme pour plaire à l'homme. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de rétroactif entre l'identité et l'orientation. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est un peu compliqué. On a une identité sexuée et une orientation sexuelle. Voilà. Donc, c'est très difficile. Et puis, on ne trouve pas de livres, on ne trouve pas d'ouvrages. Les médecins ne connaissent pas. Les psychiatres vous disent, oui... à l'époque, c'était la seule chose qu'on avait le droit, c'était vous êtes malade, on va vous soigner, quoi. Jusqu'en 2010. C'était encore une pathologie, hein, donc oui. Donc voilà, c'est. Enfin, une pathologie. Oui, si, jusqu'en 2010, c'était. Officiellement, oui. Ouais. Donc voilà, c'était. Donc on n'a pas envie de voir des gens qui vous disent que vous êtes des malades, quoi. Donc. Et tu disais du coup que ton ex-épouse, donc la mère de tes enfants, a pris ça comme une trahison. Comment ça s'est passé pour tes enfants du coup ? Est-ce qu'ils ont un peu suivi cet avis-là ou... Alors, non, en fait, c'est compliqué pour mes enfants parce qu'elle disait toujours si vous saviez. Parce qu'en fait, je ne m'étais jamais travesti ou habillé en femme devant mes enfants, en fait. Ouais, donc elle faisait croire qu'il y avait quelque chose de grave. Et puis un jour... Mais devant elle, oui, du coup ? En fait, ma transition, je l'ai démarrée. J'ai commencé à vraiment vivre en femme après la séparation. Mais avec elle, pareil. Donc, pour elle, c'était un choc et je n'avais pas évalué que ça aurait pu être un choc émotionnel important pour elle, quoi. Donc, ça, je ne l'avais pas appréhendé. Et ça a été effectivement pour elle une blessure. Je le reconnais. Hein, ça a été une blessure pour elle. Donc, elle a voulu me le faire payer. Et les enfants, en fait, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas. Ils pensaient que j'avais fait quelque chose d'horrible. Puis un jour, j'ai vu arriver ma fille, jeune ado, avec un grand sourire, puis complètement détendue. Je lui ai dit, toi, ta mère t'a parlé. Elle fait oui. Et je lui ai dit, tu veux qu'on en parle ? Alors, je me souviens, on était à McDo, on en a parlé. Et puis, en fait, elle m'a dit, quand sa mère lui a dit, ton père, il se prend pour une femme, elle a fait, c'est que ça ! Ah ben voilà. Voilà. Donc depuis ce temps-là, j'ai retrouvé mes enfants parce que, en fait, moi, quoi que je dise, ils pensaient toujours que je cachais quelque chose. Donc il fallait que la vérité vienne par la mère. Donc ça a quand même pris quelques années. Puisque les ados, ils font pas de quartier. Hein. Ils ont dit à leur mère, exprime-toi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es comme ça. Voilà. Donc au bout d'un moment, elle a dû lâcher l'affaire. Donc voilà. Donc non, mes enfants, ça s'est très bien passé. Et puis aujourd'hui, ils sont avec moi. Je les vois régulièrement. Ils vivent leur vie de jeune adulte maintenant. Donc voilà, j'ai une belle petite tribu. Du coup, on en revient à la question comment vous êtes rencontrés. Tu en as un petit peu parlé, mais on va peut-être développer. Comment donc à travers un site de rencontre du coup. Voilà. Comment était votre première rencontre ? Alors. On n'était pas à armes égales parce que moi, j'avais quand même déjà bien pratiqué les sites de rencontres, mais ça durait 3 semaines, 3 mois. Enfin bon,
C'était compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, la vie de couple est compliquée, la vie moderne est compliquée. Puis c'est beaucoup de personnes après 40 ans qui sortent de divorce, qui sortent de blessures. C'est compliqué de reconstruire. Il y a les enfants dans les pattes. Enfin, c'est difficile de reconstruire sa vie. Donc j'avais déjà un peu pratiqué, j'avais un peu les codes. Je pense que Nathalie, pas trop. Moi, j'étais toute nouvelle. Sur le marché. Mais tes enfants t'aidaient. C'était une débutante. Elle a même eu peur que ce soit d'ailleurs une relation pansement, en fait. Ah oui, un rebound. Ouais, ok. Ouais, donc voilà. Donc, parce que j'avais eu des situations comme ça. Alors, trouver du sexe, effectivement, on le retrouve facilement, mais trouver une relation fiable, c'est compliqué. Donc, j'avais jeté l'éponge. J'ai dit, bon, allez, j'arrête ces conneries-là. Je vais faire autre chose. Je vais finir ma transition. Et puis, voilà, je vivrai en femme célibataire. Et puis, c'est tout. Et surtout, t'avais pas peur sur le site de rencontre de comment tu te présentais? Je me présentais comme un homme. Hein. Ok. Après, rapidement, on est quand même obligé d'avouer qu'il y a quand même un bug, hein, franchement. Parce que de toute façon... Elle m'a dit qu'elle était très bonne copine. Je lui ai dit, tu sais, quand même, je suis très bonne copine. Bon. Mais comment ça, un bug sur en fait, on s'attend à voir un homme et puis au lit, on voit le corps d'une femme. Quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, donc j'étais sous hormones, c'était depuis déjà de longues années, etc. Donc, une peau douce, machin. Donc, j'avais des femmes qui disaient, oh, c'est agréable, t'as vraiment la peau douce. Tu m'étonnes. Et les seins, bizarrement, ça n'a jamais perturbé trop les femmes, en fait. Ok. Voilà, donc, puisque j'ai des beaux petits seins naturels. Donc, donc je connaissais un peu les codes, mais là, j'avais dit, bon, allez, ras-le-bol, j'arrête ça. Et puis, je vous jure que c'est vrai, je m'apprêtais à désinscrire dans Mythique. Et je vois sur le bandeau, ma voisine, je dis, tiens, bonjour voisine. Ça s'est joué à 10 secondes près. Hein, et puis, donc, ça, j'ai pas clôturé le compte et on s'est rencontrés peu de temps après, au milieu de la forêt. Ouais. Mais franchement, j'étais en train de clore le truc. Mais bon, t'avais quand même fait une demande quelques jours avant. Tu te souviens pas de la demande? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est une demande d'amis sur ce site-là? Non. Tu te souviens pas de la demande? Non. Où tu cherchais quelqu'un presque aussi grand que toi, qui t'accepte. Ah oui, voilà, oui, j'avais quand même un peu orienté le texte. Hein. Oui, c'est vrai, j'avais un peu orienté. Vous a donné la bonne version. Il y avait version, quoi dans ce texte? Ah, je me souviens plus. Mais il y avait quand même, il y a quand même du second degré, etc. Alors moi, j'avais l'habitude sur les sites de rencontres toujours de mettre des photos qui n'étaient pas top, parce que faut éviter de mettre des super photos parce que les gens ils sont toujours déçus. Et si vous commencez une relation sur une déception, donc moi je mettais toujours des trucs, pour que la personne après elle me voit, il y a un effet, il y a waouh, mieux en personne quoi. Voilà. Donc c'est très mauvaise stratégie de mettre une photo quand on a 20 ans. Oui. Voilà, et que bon. Donc ça, le premier truc. Et ensuite, je mettais toujours une annonce un peu compliquée, un peu littéraire, etc. Voilà. Bon. Intrigante, qui suscitait l'intérêt. Quoi. Comme ça accrochait quand même des profils de personnes peut-être un peu plus cultivées ou qui n'étaient pas là juste pour le sexe, mais qui avaient aussi de dire, tiens, il y a quelque chose d'intéressant à aller voir. Donc voilà. Et donc, je me souviens, la photo, j'ai mis... Alors, c'était une photo très second degré, mais tout le monde l'a pris au premier degré. J'étais passé sur un bateau russe. Un bateau russe. Un voilier russe en vacances et il y avait un gigantesque drapeau russe qui flottait au vent. Et donc j'avais trouvé ça très drôle de me mettre, tu sais, comme une effigie de l'Union soviétique, le menton en avant, etc., avec une photo que le drapeau. Et tout le monde m'a pris pour une facho. Et puis tu avais les cheveux rasés. Et puis j'avais les cheveux. Ah ouais, mais comment est-ce que tu voulais que les gens comprennent que c'était du second degré? Mais pourtant, on aurait dit une image de l'époque soviétique. Moi, je trouvais ça très drôle. Mais tout le monde l'a pris au premier degré. Je l'aurais pris au premier degré aussi, moi. Voilà, très viril. Nathalie, tu l'as pris au premier degré, toi? Oui. Complètement. Hein. Ah ouais. C'est qui ce russe? Mais elle était bien la photo, moi je la trouvais très drôle en fait. Il me manquait plus qu'un marteau, une faucille ou je sais pas. Enfin, bref. Et en fait, voilà, je mettais des photos comme ça, donc c'était un peu repoussoir pour beaucoup de personnes, mais ceux qui faisaient l'effort d'aller au-delà, en fait, je savais que si j'accrochais au niveau du dialogue, après la personne trouvait que j'étais intéressante. Et du coup, vous rencontrez dans la forêt, c'est quoi la première impression l'une de l'autre? J'avais fait moi, quand je l'ai vu sortir de la voiture, j'ai eu purée. J'avais mis un petit jean slim moulant, une petite veste simili. Petite veste simili, les lunettes de soleil, la voiture était toute rutilante. Je suis sorti, j'ai tiré mes lunettes de soleil. Enfin, j'ai fait le show. Voilà, ouais. Ah non, mais je l'avais préparé le truc. Ça a marché quand même. Complètement.
Voilà. Ah, t'étais sous le charme directement. Non, j'étais déjà sous le charme au téléphone. Ok. Donc, c'était que du bonus. Ah oui, parce que vous appelez avant, en fait. On avait ça- discuté pendant presque une heure. Hein. Ok. Les gens de notre génération, ils font pas ça, tu vois. Ils s'écrivent, D'accord. ils se voient directement. Il commence à être désagréable. Non, c'est-à-dire, donc la question, c'est comment était ce premier appel, enfin. Parce que ça aussi, ça peut être très stressant. Bah, en fait, alors j'ai pas trop de souvenirs, mais quand j'ai raccroché, je me suis dit, purée, qu'est-ce qu'il est intéressant. Et moi, je cherche toujours des personnes pour me nourrir aussi, intellectuellement. Je dis, waouh, il y a plein de choses à apprendre. Et d'ailleurs, on allait un petit peu plus loin, la deuxième rencontre, on s'est retrouvés au restaurant. Et j'allais toujours vérifier sur Internet ce qu'il me disait. Alors, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait tout le temps sur son téléphone? Je disais un truc qu'elle allait vérifier. Sur Google. J'allais sur Internet à la fois pour vérifier ce qu'il me disait, et puis en même temps avoir aussi de la conversation, etc. Merde, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Google, wow. aide-moi. Non, le truc qui m'a étonné, c'est que quand je suis parti aux toilettes, elle a maté mon cul, et je me dis, c'est la première fois qu'on fait un truc pareil, quoi. Bah écoute, je ne m'attends pas. Je me retourne, mais... Non, mais ça se fait pas, ça, quand même. Non, voilà, enfin, moi, c'est aussi ces grandes connaissances qui m'ont aussi beaucoup charmée, quoi. Parce que j'avais envie de partager des choses que simplement une vie ensemble, quoi. Je trouve que la nourriture spirituelle est importante. Et toi, Nathalie, t'avais jamais été attirée par des femmes auparavant? Ah, mais Jamais. tout. Ça t'a même pas traversé l'esprit. Alors, je ne voudrais pas qu'on se sépare, mais on viendrait à se séparer. J'irai voir un homme. Et combien de temps après cette première rencontre, vous concrétisez votre relation? Et comment, du coup, vous l'abordez à vos enfants respectifs? Alors, trop vite pour Marie. Mais moi, j'avais mon business plan, en fait. C'est d'abord le Elle avait tout établi. non, mais c'est comme la pêche à la truite, il faut ferrer. Voilà. Et donc, moi, je disais, bon, d'abord le petit resto moyen, parce que trop bien, c'est je veux coucher, pas assez bien, c'est minable. Donc, il faut trouver le truc pour montrer aussi si la femme n'est pas trop intéressée. Si le resto moyen lui plaît pas, c'est que c'est bon. Voilà, c'est pas le genre de femme. Moi, je suis là pour les personnes, pas pour le lieu. Donc, voilà, on avait fait un petit resto qui était dans le coin. Un estaminet, qui était pas top. Franchement, c'était bon. Mais je découvre en même temps, dans le coin, de l'autre côté de la forêt, il n'y avait pas grand-chose. Donc, il y a ça. Donc, on ne peut pas aller trop vite. Hein. Mais là, c'est... Ah non, mais je me disais, mais il faut absolument qu'on s'embrasse, hein, sinon il va partir. Hein, Ah, tu voulais pas le perdre? Ah bah non, je voulais pas le perdre. Il était vachement intéressant. Vous êtes embrassés au premier encart? Ah ouais. Au deuxième. Oh. Au deuxième. Ah, Au Deuxième. Le premier. Oh, c'est non, bien. voilà. Donc, ouais. y a pas Et de qu'est-ce qui a règle. initié? Là, j'ai vu ses yeux d'Épagnol breton qui lui dit là, si je fais pas quelque chose, elle m'en voudra. Mais moi, je demandais qu'une chose, c'est me barrer. Il faisait froid. J'avais mis une petite tenue super mignonne, mais il faisait froid. Elle avait une doudoune de mère de famille, genre un noirac rouge, le truc. Et je me suis dit, bon, allez, faut y aller, tout ça. Et puis, je l'ai embrassé. Et puis, j'ai senti que c'était pas assez. Donc, j'ai embrassé une deuxième fois. Enfin, je sentais quand même une forte. Puis après, elle m'a dit, j'ai froid, faut que j'y aille. Je suis, oh, bon, ok, vas-y, à demain ou un autre jour. C'était pas du tout romantique. Et à quel moment vous décidez de vous mettre ensemble? Après, les choses se sont faites naturellement parce que moi, j'aime bien, en fait, le style de femme que j'aime, c'est des petites brunes plutôt méditerranéennes. Là, c'est une grande blonde, Tout à fait, à moi. forte poitrine. Enfin, peut-être un modèle pour beaucoup d'hommes, mais moi, c'était pas mon truc. Moi, c'était... voilà. Donc, ça n'a pas été une attirance physique, c'était une attirance spirituelle de voilà, deux âmes sœurs qui se rencontraient. Exactement. C'était pas du tout physique. Vous vous voyez comme deux âmes sœurs? Ah Ouais. c'est clair. C'est vraiment ma moitié. Et puis, d'ailleurs, donc l'été, donc ça devait être quoi, deux mois après, on discute dans le jardin. Et là, on discute un petit peu de notre relation parce que c'est quand même pas évident de vivre avec une personne qui est différente de ce qu'on connaît. Et là, elle me dit, tu sais, je ne cherche pas une femme. Je cherche une compagne. Et là, ça a pris tout son sens. Parce qu'elle m'a dit, la compagne, ou le compagnon, accompagne l'autre et le fait grandir. Donc c'est toujours un petit peu dans l'esprit spirituel que l'on a. Et là, j'ai dit, ah, ouais, je suis d'accord. On y va. Voilà.
Et pour mettre un petit contexte temporel là-dessus, parce qu'on n'en parle pas du tout, est-ce que vous avez une date de rencontre vous avez une date de rencontre et en quelle année? C'était pas le 1er avril? 2 avril. 2 avril. Sinon, ça aurait été une blague. De quelle année? Ah zut. C'était il y a 9 ans. Oui, il y a 9 ans. À toi de faire les maths. Voilà. 2 avril 2015. 2015? Non. 2014? Non, je ne sais plus. Je sais plus. Bah, ça ferait 9 ans, 2015. 2015, oui. Ouais, ouais, il me semble. Ah, mais c'est récent. Oui, enfin, c'est pas récent du tout, mais vu qu'on est en avril. Et donc, dans ce processus, tu es en transition, Marie? Ou Oui. pas du tout? Oui, tout à fait. Donc, transition, en fait, j'avais une vie en double. Alors, pour aller travailler, je mettais un costume, parce qu'un costume, ça masque les seins, en fait. Et puis, je mettais une chemise oversize, ça passe, quoi. Puis, il me prenait une grosse voix, puis c'est bon. Hein. Donc, voilà. Donc, mais des fois, il m'est arrivé des choses assez cocasses. Je me souviens une fois, je vais à un ministère en Belgique, et puis la personne à l'accueil, j'étais en costume, hein, franchement. La personne me dit « Bonjour, madame ». Bon, je dis, ben voilà, j'ai rendez-vous, etc. Je dis, bon, on n'a pas fait attention, tout ça. Puis en repartant, elle me dit, au revoir, madame. Comme si tout était naturel. Moi, ça m'a laissé perplexe. Donc, je pense que la personne avait capté, ou je sais pas. Et c'était quoi comme profession? Tu étais déjà en politique? Non, là, je faisais de l'informatique. Je fais toujours de l'informatique, d'ailleurs. Et des fois aussi, les gens, quand ils voyaient que j'arrivais à on appelle ça des estrades, des comptoirs, et puis les gens voyaient que le début de ma tête, et en fait, les gens disaient bonjour madame, et mes collègues ou autres disaient mais pourquoi tu t'appelles madame? Parce qu'en fait, ils me captaient pas, parce que le costume l'emporte en fait. Vous habillez en homme, vous savez, voilà. Mais donc il y a des gens, des fois il y a eu des situations comme ça un petit peu rigolotes, quoi. Voilà. Donc, mais j'avais un peu une vie en double. Alors c'est comme un agent secret, il faut gérer parce que il y a des endroits où tu dis ah là je peux rencontrer telle personne, bon elle n'est pas au courant, donc je vais m'habiller plutôt neutre. Là c'est bon, je suis open bar, je peux mettre une robe. Enfin, vous avez une espèce de vie de. Quand on allait danser, il fallait que tu te démaquilles parce qu'il nous connaissait comme un couple hétéro, quoi. Donc Mais il fallait absolument qu'elle se démaquille. Toi, Nathalie, tu savais ce que c'était la transidentité? Je lui ai posé beaucoup de questions, elle m'a tout expliqué. Hein. Moi, je ne connaissais pas, enfin, j'en avais vaguement entendu parler, mais. Mais est-ce que de votre première rencontre, tu avais une idée un peu que Marie était transgenre? Non, ou... du tout. Donc c'est venu. Et comment c'est venu du coup cette conversation et cette compréhension? C'est au 2e rendez-vous, hein, tu as commencé à m'expliquer. Hein. Après, quand vous êtes une femme trans, que vous n'avez pas fait votre transition, vous êtes quand même obligé rapidement dans une relation, par honnêteté, de dire les choses. Voilà, c'est obligé. Après, ça passe ou ça casse. C'est ça aurait pu la faire fuir directement. Et en fait, voilà, mais c'est tout. Là, l'histoire s'arrêtait là. Quoi. Et toi, Nathalie, ça t'a pas fait fuir du coup? Non. Il y avait une telle richesse en Marie. Mais du coup, est-ce que tu te sentais, entre guillemets, complice de sa double identité, sa double vie? Et quand est-ce que cette double vie est devenue simple? Sentir complice, non, parce que au début, en fait, pour moi, il y avait rien. En fait, pour moi, je présentais à l'époque mon compagnon, et puis c'était tout. Et puis, dans mon équipe au travail, j'ai quelqu'un qu'on connaît aussi en dehors du travail. Et donc, en dehors du travail, je l'avais présenté à l'époque comme mon compagnon, puisque elle avait encore son ancien nom. Et un jour, je fais une formation à la maison, donc elle vient avec le reste de mes équipes. Et Marie revient de chez un rendez-vous chirurgien, je ne sais trop quoi. Donc maquillée, avec un slim, des bottes et tout. Et là, comme un chien d'arrêt, je la vois, les yeux qui sortent, en disant, statufié. Qu'est-ce qui se passe? La bouche ouverte, statufiée. Et là, je me suis dit, bon, va falloir que j'explique. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai un peu fait le coming out de Marie, c'est-à-dire qu'à chaque fois mais t'es gonflée quand même. Alors, je pense que c'était en même temps, quelque part pour me conforter aussi, parce que c'est pas évident. Tu dis, mince, dans quoi je m'embarque? Et en même temps, je voulais pas avoir à nouveau cette scène où la personne est surprise en disant, c'est quoi cet énergumène? Donc, bien souvent, parce que quand j'ai emménagé chez Marie, je lui ai dit, tu sais, il va y avoir beaucoup de passages à la maison, de par mon métier, qui est de la vente à domicile.
Donc, tu vas voir passer beaucoup de femmes. Donc, quand elles rentraient, avant de rentrer, je leur disais, tu sais, tu vas voir mon compagnon, voilà, donc il est trans, voilà, etc. Et j'expliquais. Et en fait, du coup, les personnes s'intéressaient à Marie et pas à sa transidentité. Ok. Ah, trop chouette. Voilà, ils s'intéressent et puis à chaque fois ils disent ah ouais super, etc. Et puis du coup il y avait une très très bonne relation. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai bien fait ton coming out. Elle était ma première supporter, mon garde du corps, etc. Quand quelqu'un me regardait de travers dans la rue, Les journalistes au début, je les aurais bouffés. Pourquoi ? Ah ben déjà le premier qui a piégé Marie et puis après voilà tout ce qu'ils voulaient, on aurait dit que c'est comment dire, faire du buzz. Ouais, ils voulaient faire du buzz quoi, sans se préoccuper du bien-être de Marie. Ouais. Mais je trouve ça fou quand même, pour toi, Nathalie, de quelqu'un qui n'a jamais connu la transidentité, d'accepter de t'embarquer si facilement et si humainement, j'ai envie de dire, dans quelque chose que tu ne connais pas du tout, parce que surtout à cet âge-là, quand on a cet âge-là, on a encore plus peur de ce qu'on ne connaît pas. Oui, après, magnifique. si, je me suis quand même posé des questions, parce qu'on se dit dans quoi on s'embarque. Mais en même temps, comme on disait tout à l'heure, oui, on était un peu des âmes sœurs. Puis on a la même taille de fringues, c'est pratique. Ah, c'est pour ça en fait. Oui, il fallait commencer par ça. Bah oui. Elle voulait quelqu'un qui travaille dans le prêt-à-porter. Je dis voilà, comme ça c'est plus pratique. Et pour vos enfants, parce qu'on n'en a pas trop parlé, est-ce qu'il y a une présentation avec vos enfants ? Comment ça s'est passé avec vos enfants respectifs ? Bonne question. Bah, toi, tes enfants, c'était comme si... Moi, mes enfants m'ont dit « Maman, t'es heureuse, ça me va ». Trop bien. En fait, non, les enfants, ils sont beaucoup plus dans l'acceptation qu'on ne le pense. Beaucoup de transphobes disent oui, ça va perturber les enfants. Mais non, en fait, non. Les enfants, ils vous prennent comme ils sont. Il faut juste dire les choses. C'est tout. Et donc, il y a eu une première... Est-ce que vous êtes rencontrés ? Est-ce que vous faites des dîners avec vos enfants ? Oui, bien sûr. Je me posais plus la question pour mon fils, parce que mon fils, c'est un mec quand même. Et puis, il y a un petit côté un petit peu macho quand même. J'ai dit, bon... Il m'a coupé court tout de suite, il m'a dit tais-toi, je m'en fous, je t'aime. Oh. Wow. Point. On n'a même pas discuté, il m'a dit je m'en fous, je t'aime. Point. Voilà, c'est no comment. Voilà, il n'y avait pas besoin. Comme ça devrait être en réalité, mais c'est vrai que c'est pas forcément la réaction qu'on a toujours. Et on sait qu'au sein de la famille, c'est là où c'est en général le plus risqué, le plus dangereux. Tous les coming out sont difficiles, que ce soit quand on est gay, lesbienne ou autre, il y a un rejet de la famille. Les trans, c'est encore plus bizarre. Donc c'est très difficile dans certains milieux familiales. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment ça va réagir. En plus, quand c'est des proches, puis moi avec mes parents, mes frères et sœurs, mes enfants, tout s'est bien passé en fait. Et donc du coup, toi, Marie, à quel moment tu es mairesse de ta ville ? À quel moment parce que là, tu rentres en politique, donc tu t'exposes aussi beaucoup. Ouais. À quel moment tu deviens... En fait, j'avais pas fait mon changement d'état civil, donc Marie, c'est mon 3e prénom de naissance, donc le code civil me donne le droit de l'utiliser. Donc c'est ton 3e nom de prénom. Ok. Oui. Ouais, je savais pas. Oh, ok. C'est le seul prénom féminin qu'on donne à des hommes. Ah oui. Oui, Jean-Marie. Pas du tout au courant. Déjà nous on en a pas. J'en ai pas un 2e, moi donc 3e. C'est une tradition. Nous sommes dans un pays catholique. Il y a une tradition de mettre un 3e prénom qui est le nom d'un saint, d'une sainte ou de la Vierge Marie pour donner une protection. C'est une tradition catholique qu'on retrouve beaucoup. C'est souvent un marqueur de famille assez religieuse, quoi. Et donc j'avais hérité, comme beaucoup de personnes de ma famille, du 3e prénom Marie, donc que j'ai utilisé. Mais même là, les gens ils connaissent pas la loi parce que ils paraît mon nom. Je dis non, regardez, c'est mon nom, c'est mon 3e prénom. La loi me donne le droit d'en user. Après, j'ai fait un changement, je l'ai mis en première position et j'en ai rajouté 2 autres. Mais à l'époque, je me suis toujours appelé Marie depuis ma naissance. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, j'avais pas eu besoin de faire de changement d'état civil, mais régulièrement, ça a posé des problèmes, des trucs assez bizarres. Par exemple, on me demande si je veux une carte de fidélité. Je dis oui, je donne mes papiers. Et puis, là, je vois la vendeuse qui dit oui, mais madame, elle donne les papiers de son mari. Est-ce qu'on peut prendre quand même ? Voilà, c'est... Et à quel moment comme ça, quoi. À quel moment tu décides de rentrer en politique ? Aux dernières élections municipales, donc c'était 2020. Moi, je me suis dit, j'ai envie de faire autre chose. Voilà, j'en avais un peu marre de l'informatique.
Donc je me suis dit, pourquoi pas. Après, je me suis dit, je peux pas faire une transition contre mon âge. Je trouve que c'est pas honnête vis-à-vis des électeurs. Donc là, je me suis inscrite comme mari, mais toujours de genre masculin. Et c'est là que tous les médias t'ont contacté. Enfin, t'es devenu un peu une star du village. Je pensais que ça allait passer inaperçu. Clairement, pas du tout. Oui, c'est ça. Je me rappelle. C'est bizarre. C'est 2020. J'ai l'impression que c'était il y a 2 ans. C'est passé tellement vite le temps. Ouais, ça passe vite. Mais comment est-ce que tu reçois Donc du j'ai coup, eu un coming out public d'enfer, même pas local, national, mais international, puisqu'on a parlé de moi à l'autre bout de la planète. Évidemment. Et comment tu reçois cette attention médiatique du coup à cette époque? En fait, c'est un peu génial parce que, quelque part, quand tu te caches toute ta vie, que tu es humilié toute ta vie, avoir une reconnaissance comme ça, c'est une revanche. C'est une revanche de la vie. Donc, je l'ai pris comme ça, comme une revanche de la vie. Voilà. Puis en même temps, ça fait tellement du bien aux trans de dire une personne qui devient une espèce de rôle modèle, de dire c'est possible d'être mère, c'est possible de vivre en couple, c'est possible d'avoir des enfants, c'est possible d'avoir une vie normale. C'était un message d'espoir pour beaucoup de jeunes trans, en fait. Et tu n'avais pas peur d'un côté? Et toi aussi, Nathalie, du coup, parce que tu es un peu aussi exposée logiquement, vous n'avez pas un peu peur chacune de ce qui pouvait arriver? Parce que ça attire aussi beaucoup de transphobes, j'imagine, et beaucoup de... Pas tant que ça, parce que c'est assez paradoxal. Moi, j'ai toujours tenu un discours très, très bienveillant, très neutre. Voilà, ce qui fait que j'exacerbe pas les tensions. Quand on a des propos trop virulents, trop militants, forcément, ça attire des réactions. Moi, j'ai toujours été dans un discours très, très posé, très factuel. Donc, j'ai accepté de discuter avec des gens d'extrême droite, avec des gens, sans haine, mais venir expliquer les choses. Et alors, je me souviens d'un journal d'extrême droite, très, très extrême, très, très à droite, qui m'a dit, bon, Mariko, on n'est pas d'accord, mais bon, au moins on peut discuter. Voilà. Je me dis, là, j'avais marqué un point, parce qu'il faut montrer aux gens qu'on n'est pas un danger. Et donc, c'est pas avec un discours militant. Les discours militants, après, chacun choisit sa voie. Moi, c'est pas la mienne. Moi, je préfère être dans l'explication. Voilà, puisque sinon on exacerbe les tensions, ça les alimente et ça n'apaise pas le débat. Moi, mon objectif, c'est d'avoir un débat posé et pas du tout un débat agressif avec des gens qui... Donc, paradoxalement, je suis très peu attaqué. Très, très peu attaqué. Mais est-ce que tu as été élu en tant que... Tu avais déjà fait ta transition avant d'être... J'étais élu comme femme, oui, c'est sûr. Et tu n'avais pas des appréhensions de te dire que peut-être qu'en étant une femme trans, tu allais avoir moins de gens qui votaient pour toi? Non, parce qu'à la campagne, il n'y a personne qui veut être maire. Spoiler. Donc je dis à tous les jeunes trans, lesbiennes, gays, présentez vos actions municipales dans votre village. De toute façon, personne ne veut, c'est le job de merde. Vous n'avez pas de moyens, tout le monde vous en veut, il y a des trous dans la route, les toilettes de l'école sont bouchées, tout le monde vous déteste. Non, franchement, si vous voulez être maire, allez-y. Pas dans les grandes villes, c'est dirigé par les partis politiques, mais dans les petits villages... Puis il y en a qui n'avaient pas compris. Oui, puis il y en a qui sont venus après en disant, écoutez, voilà, on n'avait pas compris, mais c'est très bien. Voilà, donc c'est pas... Parce que tu es la première en réalité en France, on est d'accord, hein. Tu es la première mairesse à être ouverte. Il y en a une deuxième après qui a suivi, me semble. Je ne sais plus dans quelle ville. Oui, exactement. Ouais, donc effectivement, une personne qui a fait une transition en cours de mandat. Exactement, oui. Ce qui n'est pas plus facile. C'est pas plus facile parce que là, il faut affronter le regard de tout le monde. C'est très, très difficile. Et il y a aussi un conseiller municipal, un homme trans à Marseille aussi. Donc aujourd'hui, on est 3. Ok. Donc, statistiquement, si on considère qu'il y a 0,1% de la population qui sont trans ou non-binaires, 36 000 communes, on devrait être 70 à 80. Ce qui n'est pas rien. Mais ça fait peur, on peut comprendre que ça fasse peur, en fait, finalement, d'être soi-même. Parce qu'on se dit, il y a quand même des dynamiques en politique qui font que parfois, il faut être stratégique ou pas. Enfin, c'est con, hein, mais de se montrer en tant que femme, ça peut être pris contre vous, non, en politique ou pas du tout? Je sais pas. Je sais que ça pouvait susciter des interrogations. Après, le milieu politique, le milieu des élus, c'est quand même un milieu relativement âgé. Hein. Quand vous avez 50 ans ou 60 ans dans ces milieux-là, vous êtes presque jeune en politique. Voilà. Donc, c'est très difficile de gravir et d'arriver, d'être élu jeune. Il y en a, mais c'est plus... Voilà. La majorité des sénateurs, ils sont assez âgés. Les députés, bon... Donc, c'est assez âgé. Donc, c'est parfois une génération qui comprennent pas qui j'étais, ce que j'étais et ce que je représentais. Donc, il y avait de la méfiance.
Je me souviens d'un certain sous-préfet qui m'a envoyé un SMS assez rapidement, rassuré de mon discours républicain. Je ne sais pas, il s'attendait que j'allais faire une manifestation LGBT devant la préfecture, je ne sais pas. J'ai une petite question par rapport à vos familles, mais donc du coup, l'exposition, j'imagine, médiatique que tu as pu recevoir par rapport à ça, est-ce que vos familles, vos parents par exemple, étaient au courant? Est-ce que vous aviez peur que tout le monde soudainement apprenne votre relation? Non, ça s'est bien passé, les gens étaient plutôt fiers, hein. Donc voilà. Même vos parents vous avez un contact? Moi, mes parents sont assez âgés, hein, ils approchent 90 ans, c'était compliqué pour eux, ils ne comprenaient pas. Moi, j'expliquais à ma mère ce que c'était l'homosexualité, elle ne savait pas ce que c'était. Okay, voilà, oui. C'est une génération quand même, on ne parle pas de ces choses-là, ça n'existe pas, il y a des tabous, il y a des choses, donc je lui ai expliqué. Alors, elle m'a dit un truc qui résume tout, elle m'a dit, dans ton histoire, elle m'a dit... soit on comprend, soit on aime. Voilà, un truc comme ça. Soit on comprend, soit on aime. Voilà. De dire qu'elle ne comprenait pas ce que j'étais, mais qu'elle m'aimait de toute façon. Non, comment elle m'a dit ça? Soit il faut de l'intelligence, soit il faut de l'amour. Une formulation comme ça, mais voilà. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, elle ne comprendrait jamais, que ce n'était pas son truc, mais qu'elle faisait avec par amour, quoi. Et au final, ce n'est pas si mal. Okay. On prend les gens comme ils sont, sans forcément pourquoi, essayer de comprendre les choses, quoi. Déjà, c'est difficile de comprendre ce que c'est que l'amour, alors bon. Et par rapport à ta position du coup de mère, on dit mère ou mairesse? On dit mère? Ou c'est encore en débat? Moi, je préfère on dit mère, parce que mairesse, ça fait vraiment old school. Ça fait un peu moi je dis aussi, mairesse, quoi. mais juste pour féminiser je sais pas. le titre, mais oui, mère. Après, c'est tout le débat. Hein. Moi, je dis aux gens, dites comme ça vous chante, comme ça vous plaît. Moi, je ne vais pas me vexer pour ça. Par contre, si vous dites le maire, ajoutez madame. Okay. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Quelles sont les difficultés, s'il y en a, que vous rencontrez dans votre couple au quotidien en tant que mère et au quotidien, non, ça va. Hein. Je pense que c'est plus... Oui, au quotidien, tout va bien. Ouais. Donc pas trop d'obstacles, pas trop de difficultés. Non, elle fait à manger, moi je mange. Et toi, Nathalie, dans ta famille, comment ça a été, au niveau de tes parents, Joker. Pour parler un peu de votre relation, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous préférez le plus l'une chez l'autre? Moi, ce que j'aime chez Nathalie, c'est que c'est quelqu'un extrêmement gentil. Voilà, c'est vraiment une personne... J'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un. Oh, wow. C'est incroyable, hein. C'est une sainte. Hein. Franchement, moi, Après, elle a son petit caractère, mais franchement, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, généreuse, bienveillante envers tout le monde. Enfin, c'est un plaisir de vivre avec quelqu'un comme ça. Son seul truc un peu bizarre, c'est qu'elle mange beaucoup de légumes. Il y a pire comme critique. Oui, il y a voilà. pire comme truc. Alors, des fois, elle s'achète des boîtes de légumes, des trucs. Je dis, mais qu'est-ce que t'as encore acheté là? Bon, ça va, c'est des légumes, c'est pas des petits pois, des carottes, des trucs. C'est un peu bizarre, quoi. Et toi, Nathalie, qu'est-ce que tu aimes le plus chez Marie? Moi, c'est toute sa culture. On peut discuter avec elle. C'est passionnant, quoi. Tous les jours, j'apprends. D'ailleurs, elle passe quand même du temps à visionner sur Internet, YouTube, etc. Parce que pour elle, ça fait partie de son quotidien. C'est un besoin, comme quelqu'un qui va fumer une cigarette. Et elle se nourrit de tout ça. Et moi, je suis toujours impressionnée par la culture qu'elle a, quoi. C'est vrai que je suis une personne extrêmement curieuse. Tout m'intéresse, en fait. Il faut que je lise, que je vois plein de choses. Ça. Je ne peux pas rester sans rien faire, en fait. On a vu en France, surtout dernièrement, on en parle un peu en off, un peu la montée assez extrême un peu de la transphobie en France. Est-ce que c'est une situation qui vous alerte, qui vous sentez un peu en danger, menacé, tant l'une que l'autre, de par votre couple? Comment vous interprétez cette montée? Je pense que c'est à géométrie variable. Je pense que les médias, les réseaux sociaux donnent une vision déformée de la réalité. Je pense qu'au contraire, les gens sont beaucoup plus tolérants. Par contre, il y a une exacerbation politique entre l'extrême gauche et l'extrême droite sur ces sujets-là, où les problématiques LGBT sont devenues un marqueur politique, et c'est ça qui est détestable, parce qu'on n'est pas un enjeu, on ne devrait pas être un enjeu politique. Donc, et aujourd'hui, on voit les mouvements les plus rétrogrades, aux États-Unis ou autres. On attaque d'abord les droits trans, ensuite les droits LGBT, ensuite le droit des femmes, après le droit des étrangers. Regardez là ce qui s'est passé aux États-Unis et on va subir la même chose en France. On sent il y a
tout un fil d'Ariane de ces mouvements-là qui sont très très bien orchestrés. Donc ça, c'est dangereux en termes de société, sur le bien vivre ensemble à l'avenir. Ça, il faut s'en méfier. Et on le voit avec des personnes comme Dora Muto, Marguerite Stern, qui en font un fonds de commerce, de haine. Et ça répond très bien. Il y a des gens qui sont dans l'attente de ce genre de discours. Donc ça, je dirais, c'est un danger politique. Au quotidien, je pense que les gens sont bien plus tolérants vers les gays, les lesbiennes, les trans qu'avant. On a peut-être juste une population essentiellement d'origine étrangère qui viennent avec une culture extrêmement patriarcale. Moi, j'interviens dans des lycées ou des collèges où on sent le poids de la religion, on sent le poids de la culture, de personnes qui sont issues de milieux extrêmement sexistes, patriarcales. Moi, je me souviens d'un jeune, il était albanais. Il n'osait même pas me regarder. Il regardait le sol, il ne pouvait même pas me regarder. Jeter quelque chose, j'étais le diable. Voilà. Donc ces gens-là, effectivement, peuvent vite passer sur un acte violent parce qu'ils se sentent agressés par notre simple existence. Donc ça, ce danger, il est là. Il ne faut pas le cacher. Hein. Moi, il y a des zones de non-droit où une personne comme moi ne peut pas aller. C'est très clair, ça faut le dire. Donc, mais ça, c'est une violence de rue. Puis après, il y a la violence politique. Il y a un peu... Voilà, il y a deux choses. Mais globalement, la majorité des gens, pour moi, sont dans l'acceptation, comprennent mieux. Et au quotidien, on n'a pas de soucis. Voilà. J'ai plus des soucis avec de la transphobie administrative, c'est-à-dire la personne transphobe qui se cache derrière l'anonymat de sa fonction pour vous pourrir le dossier, pour ne pas répondre à vos courriers. Je me souviens... Pour dire monsieur. Ou systématiquement, voilà. Toi, tu l'as témoigné, tu as été témoin de ça. Alors, je me souviens, pour mon changement d'identité, le greffier m'a appelé 30 fois monsieur dans le courrier. Ah oui, c'était pas une erreur. On est sûr que la transphobie est présente. Monsieur, voilà, monsieur machin, puis voilà, monsieur, la lourdeur. Cher monsieur, voilà. Mais franchement, là, on n'est pas dans la maladresse, là. Et ça, c'est le genre de truc... où on ne retrouve pas votre dossier médical, ou voilà, des choses comme ça. Mon changement d'état civil, à la mairie de Roubaix, ils ne recevaient jamais mes papiers. J'ai dû faire intervenir le procureur de la République. Bizarrement, tout s'est décoincé. Voilà. C'est fou ça. Donc en fait, il faut forcer le truc pour qu'ils acceptent des démarches qui sont en fait dans la légalité. Oui, tout à fait. Mais si vous mettez un dossier en dessous de la pile, vous jetez à la poubelle, vous dites que vous ne l'avez jamais reçu. Par exemple, la Sécu, systématiquement, c'est recommandé. Pour être sûr qu'ils le reçoivent et qu'ils le traitent. Ça m'a pris 4 fois pour avoir ma carte vitale. Oui, parce qu'au début, ils s'étaient trompés. En plus, ils n'avaient pas changé ton numéro. Non, mais ils m'ont tout fait. Donc, mais parce que du coup, vous sentez qu'il y a beaucoup de transphobie au sein de l'administration. Oui, bien sûr. Par peur ou par ignorance? Par haine. C'est des gens, ils détestent ce que vous êtes, donc ils vont vous pourrir le dossier. Est-ce que, parce que il me semble que médiatiquement, vous présentez pas beaucoup ensemble, il me semble, non? Nathalie, on t'a vu un peu dans les médias, mais pas non plus tant que ça. Non, parce que c'est surtout Marie qui était mise en avant, quoi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu l'opportunité, comme aujourd'hui, de faire quelque chose ensemble, moi, le message que je veux passer, c'est que tout le monde a droit à l'amour. C'est exactement ma question, justement. Pourquoi tu es aujourd'hui, du coup? Pourquoi tu voulais participer au livre? Parce que moi, je veux montrer que tout le monde a droit à l'amour et qu'il ne faut pas continuer à rester dans des cases, un homme et une femme ensemble, ou une femme et une femme et un homme et un homme. Mais on peut aimer, je suis hétéro, moi j'aimais bien les hommes. Mais voilà, après on s'intéresse à la personne. Et c'est ça l'amour qui est le plus fort, c'est de s'intéresser à la personne, pas ce qu'elle... si, le physique est quand même agréable. mais ce que je veux dire, c'est pour que ce soit durable, il faut qu'on tombe amoureuse de la personne. Quoi. D'une âme, quoi, oui. D'une âme, tout à fait. Je pense que les couples qui basent leur relation que sur le sexe, c'est des couples qui ne vont pas tenir. Voilà. Il faut une relation basée sur l'amour tient plus longtemps. Alors le sexe, en plus, c'est mieux. Mais si on ne base sa relation que sur le sexe, elle ne tiendra pas. Parce qu'au bout d'un moment, il y a toujours l'usure du quotidien. Il y a toujours... on est moins émerveillé par la personne qu'on a trouvée magnifique les premiers jours, etc. Donc, s'il n'y a pas quelque chose de plus profond, c'est pas un couple qui tient. Et quand vous voyez des couples de personnes âgées, 70 ans, qui ont toute la tendresse qu'ils ont, alors que le corps n'est plus là, etc., mais il y a toujours cet amour, parce qu'ils ont construit autre chose, fait de tendresse, de complicité, de choses comme ça. Donc, aujourd'hui, on favorise beaucoup le côté sexuel. C'est toujours ce qui est mis en avant, mais en fait, c'est un... On s'en lasse vite. Je veux dire, c'est pas ça qui va faire que le couple y dure. Oui, je peux juste parler pour Romain.
parce que là, aujourd'hui, vous êtes à Paris avec nous, chez nous. Est-ce que vous voyez des grosses différences? Est-ce que vous vous tenez la main dans la rue? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Et est-ce que vous voyez des différences entre Paris, ici, et chez vous, en campagne, en province? Chez nous, à la campagne, il n'y a personne dans les rues. Non, c'est vraiment la campagne. C'est très isolé, quoi. Ouais, on est assez isolé. Après, dans la rue, moi, je n'aime pas donner la main. Je trouve que ça fait puéril. C'est pas mon truc, quoi. Voilà. Puis, elle adore. Des fois, je le fais de temps en temps, plaisir, mais je trouve que ça fait très ado qui sortent. Enfin, je sais pas. C'est pas mon truc de se donner la main. Et tu sens quoi quand tu lui donnes la main? En fait, la difficulté, entre guillemets, c'est que moi, je ne nous vois pas comme un couple de lesbiennes. Donc, je vais naturellement donner la main ou voire l'embrasser. Bon, après, on va être un peu plus discret, mais non, je ne nous vois pas comme un couple, comme les gens peuvent nous voir, quoi. Parce que dans ma tête, et moi, je suis une personne pudique, je ne montre pas trop mes sentiments naturellement en public, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent à travers vos histoires peuvent aussi peut-être se donner cette liberté-là après un certain âge, disons après 40 ans, de refaire leur vie et de ne pas rester dans ce qu'ils avaient envisagé ou à long terme comme étant une relation cis-hétéro, par exemple. Donc, je pense que ce message-là, c'est aussi de dire, si les gens qui nous écoutent, si vous avez des attirances pour des personnes, au final, au-delà du genre, au-delà de tout ça, allez-y aussi, parce que finalement, la sexualité, ça évolue, le genre aussi peut évoluer, et donc il faut laisser la fluidité opérer, non? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Quelque part, on est tous, au départ, on est élevés, bon, voilà, un homme, une femme, ils doivent se marier, on fait ses études, on se marie, on a des enfants, etc. Donc, en fait, on est toutes les deux rentrées dans ce système-là, quoi. Et c'est vrai que, une fois qu'on a fait les enfants, bon, ok, il y a eu des divorces, on vit peut-être autrement, oui, tout à fait. On arrive à casser un petit peu ces barrières que notre éducation aussi nous a mis. Parce que, bon, c'est vrai qu'en faisant son coming out, moi, je me posais quand même beaucoup de questions. Je me disais, mince, mon entourage, qu'est-ce qu'ils vont dire, nanana. Est-ce qu'ils vont dire, je suis lesbienne? Mais ils vont poser des questions sur toute ma vie. Quand j'ai fait mon changement officiel, j'ai reçu les papiers, j'ai dit, ma chérie, officiellement, tu es devenue lesbienne. Alors, ça m'a fait beaucoup rire. Ben oui, mais il y a 1 ou 2 ans, parce que je discute aussi avec d'autres personnes trans, etc. Et donc, une amie... je discutais avec elle, je dis oui, moi dans ma tête je suis toujours hétéro, oui on nous voit comme un couple de lesbiennes, donc on est un peu atypique. Je dis moi je suis quelle lettre dans le LGBT? Et elle m'a répondu tu es de H, humaine et heureuse. J'ai dit oui, je dis oui, effectivement je suis de H, humaine et heureuse, voilà, tout simplement. Enfin voilà, on n'a pas forcément besoin d'être dans une case, même pour le LGBT. C'est pareil sur la parentalité, le couple hétéro standard, machin. Non, un enfant peut être élevé par 2 femmes, par 2 hommes, par 3 personnes. Je veux dire, un enfant a besoin d'amour, d'attention. Après, ses repères, il le trouve dans la société. Et aujourd'hui, il faut aussi accepter la fluidité de la parentalité. Et ça aussi, c'est en train d'évoluer, quoi. C'est-à-dire que, alors le paradoxe, c'est qu'on dit ouais mais c'est pas normal, les gays peuvent pas avoir d'enfants, les lesbiennes peuvent pas avoir d'enfants. Si, les trans aussi ils peuvent avoir des enfants, c'est juste pas la même manière, mais on peut avoir des enfants. Et le paradoxe, c'est on nous dit oui vous pouvez pas, mais en même temps on vous empêche d'en avoir. Voilà. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez pas, mais quand vous essayez on va tout faire pour que vous puissiez pas y réussir. Alors qu'on regarde dans des textes anciens, alors, moi je dis par exemple beaucoup la Bible, parce que la Bible est quand même un livre d'histoire, et on voit des histoires où par exemple c'est la femme d'Abraham ne pouvait pas avoir d'enfants, donc c'est sa servante qui a porté ses enfants. C'était communément acquis qu'une femme porte l'enfant d'autre. On a eu l'histoire d'Onan qui, son frère étant décédé, n'ayant pas de descendance, devait donner sa semence à la femme de son frère pour que son frère ait une descendance. Donc on voit que dans le temps ancien, il y avait beaucoup plus de fluidité dans la parentalité. D'ailleurs, une famille englobait à la fois les enfants biologiques, non biologiques, etc. C'était beaucoup plus fluide maintenant qu'aujourd'hui, quoi. Donc, ça aussi, il faut que les choses changent. Voilà, il y a différentes formes de familles. Aujourd'hui, il y a des enfants de familles gays, lesbiennes ou trans qui sont bien plus heureux que des familles monopes, abandonnées par des pères illégitimes. Enfin, c'est des situations 10 fois pires. Et eux, ils ont le droit, parce qu'ils sont hétéros,
Alors que les couples gays ou lesbiennes font souvent un contrat de parentalité, un engagement, un projet très fort d'élever, d'aimer un enfant, alors que beaucoup d'hétéros sont devenus parents un peu par hasard, hein, avec le 1% de taux d'erreur de la pilule ou du préservatif, ou simplement on a oublié de prendre... Et là, c'est normal. Voilà. Donc, c'est tout le paradoxe, c'est qu'on veut des enfants, on veut pouvoir avoir une famille, mais on va tout faire pour empêcher d'en avoir, sous prétexte qu'on ne peut pas en avoir. Quel paradoxe. Avant j'ai une question pour les deux, mais avant ça, je réfléchis aux personnes qui sont en train de nous écouter. Et typiquement, sur Paint, on reçoit beaucoup de messages de personnes trans d'un certain âge qui n'arrivent pas à faire leur transition parce qu'elles ne savent pas par où commencer. Est-ce que tu aurais un message, Marie, à faire passer à ces personnes ? Je pense qu'il y a deux types de transition. Effectivement, la jeune génération, c'est plus facile. Il y a l'information, ils sont au courant, etc. Les personnes de mon âge, moi, j'ai connu des personnes qui m'ont dit tu as le courage de faire ce que je n'ai jamais fait, etc. Parce que le parcours n'est pas du tout le même, parce qu'on a souvent déjà une famille, un travail, un truc. On a construit quelque chose et cette chose, on va la détruire. Tandis que quand on est jeune trans, on part de rien. Alors c'est compliqué aussi, mais on va construire après. Donc la démarche est très différente d'un point de vue social. Donc c'est très difficile passer un certain âge parce que c'est perdre son travail, c'est perdre son épouse ou son époux, hein, c'est peut-être perdre ses enfants, c'est peut-être le rejet. Donc c'est très très difficile. Donc tout dépend du contexte familial et de la situation de la personne. Parce que là, tout risque de voler en éclats. Après, il faut quand même le dire, il y a quand même des couples où le monsieur a fait sa transition en tant que femme, mais ils sont restés ensemble. Ça aussi, il faut le dire, ça existe. Hein. Effectivement, il y a beaucoup de couples qui tiennent après ça. Et puis, c'est aussi... on s'est mariés, on a eu des enfants, les enfants sont grands, donc la transition est moins impactante qu'en début de couple. Voilà, donc la personne, si elle a aimé quelqu'un pendant 20 ans, va l'accompagner, peut-être prendre un peu ses distances ou rester comme une amie. Enfin, il peut y avoir plein de scénarios. Il n'y a pas de recette miracle, tout dépend un peu du contexte. Après, médicalement, c'est clair, il faut de l'argent, hein, parce que, quoi qu'on en dise, il n'y a qu'une toute petite partie qui est remboursée, et par la vaginoplastie, un peu le laser, le reste, c'est quasiment à la charge. Un peu la poitrine, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses, de frais engagés, de suivi, un traitement hormonal longue durée, la chirurgie faciale. Voilà, c'est très long, c'est très coûteux, c'est difficile, quoi. Donc c'est à chacun son chemin, tout dépend du contexte, hein, c'est ça la difficulté, quoi. Et finalement, maintenant que j'y pense, avec ta transition, tu as peut-être finalement eu beaucoup de chance de la faire au moment où tu l'as faite, parce que si tu avais fait ta transition bien avant, admettons, peut-être que vous ne seriez jamais rencontrés. Peut-être, tout à fait. Et si elle s'était présentée complètement comme femme, même sur les applications de rencontre, non, je ne l'aurais jamais rencontrée. Jamais. Donc vraiment, le timing est superbe. Et ça, Alors, le plus drôle, c'est qu'on a vécu dans les mêmes endroits, on a été dans les mêmes écoles, on a connu les mêmes personnes, mais on ne s'est jamais rencontrés. Alors que c'est la voisine. Et après, elle a déménagé, moi j'ai déménagé, on s'est retrouvés dans le même coin. Et en fait, des âmes sœurs. On s'est jamais rencontrés. C'est parce que voilà, elle est passée sur Mythique, mais sinon, alors qu'on connaît tous des lieux en commun, on a vécu dans les mêmes écoles, on a connu les mêmes profs, on a connu les mêmes personnes, on avait des connaissances sur les mêmes années, donc on se rencontrait pas. Donc c'était écrit, quoi. Il fallait que vous vous rencontriez quand c'était. Donc effectivement, ce hasard-là, c'était ce moment-là, et sinon, je serais peut-être seul aujourd'hui, et puis toi aussi peut-être, je sais pas. Non, je sais pas. J'aime beaucoup aussi d'ailleurs maintenant que j'y pense ce titre. Bonjour voisine, c'est stylé. C'est le premier message qu'elle t'a envoyé. Alors c'est rigolo parce que moi c'était anodin, il n'y avait aucun joke là-dedans. Après elle dit c'est très rigolo, mais non, moi j'ai dit salut voisine. Salut voisine, salut voisine. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous diriez votre plus beau souvenir en commun ? Il n'y en a que des beaux souvenirs. Le plus beau Ça peut être un chacune. Bonne question. J'en sais rien, en fait. Ou le premier qui vous vient à l'esprit en pensant à l'autre ? C'est rare de me coller là. Mais non, mais c'est toujours bien, en fait. Hein. C'est ça le... Nathalie, elle a là, je sens qu'elle est à deux doigts. Moi, je dirais ton anniversaire. Je sais plus, t'es 55 ans peut-être, quand je t'ai fait la surprise.
Eh oui. Ouais. Et t'étais magnifique. Ah, c'est gentil. Voilà. T'avais mis une superbe robe, t'étais magnifique. Et toi, Marie, du coup, on te pose une colle là? Ouais, moi, c'est une colle parce que je pense que chaque jour est un bon moment, en fait. Hein. C'est vrai qu'on se dispute rarement. Hein. C'est quasiment jamais. Enfin, tous les jours sont des jours sympas, en fait. Alors, elle a sa vie aussi, j'ai la mienne, parce que bon, moi, j'ai une activité professionnelle, elle a la sienne. J'ai repris mon activité de consulting en entreprise, donc maintenant, j'arrive en femme. Ouais, c'est marrant parce que les anciens collègues, comme si rien ne s'était passé, donc c'est sympa. Ils viennent me voir comme si tout était... Bon, c'est agréable. Et donc, elle a ses horaires, j'ai mes horaires, je me déplace, elle se déplace. Donc, elle a sa vie, j'ai ma vie et on a notre vie. Voilà. C'est un couple à 3. Il y a le elle, le moi et le nous. Et je pense que c'est important aussi de chacun d'avoir sa liberté. J'ai mes copines, j'ai des trucs, elle a les siens. Voilà. On vit sa vie, puis on fait des choses ensemble, et puis on est content de se retrouver. Exactement. D'ailleurs, des fois, on lui dit tu fais quoi aujourd'hui? Tu fais quoi la semaine prochaine? On est obligé de partager un agenda parce que. On a synchronisé nos agendas. Parce que vous vivez pas ensemble en fait? Si. Okay, mais on n'est pas toujours là. On fait du time sharing par moment. On arrive quand même à manger des fois ensemble. Hein. Ah bah. Des fois, on se rencontre la nuit dans le lit. Je tape avec ma main sur l'oreiller. Ah, elle est là. Aujourd'hui, elle est ici. Mais donc, du coup, t'as pas de moment qui viennent, ou ça peut être un moment symbolique, quelque chose où tu te Ça peut être la forêt aussi, hein, le premier. Oui, ça peut être la première rencontre, hein, ça peut être. C'est vrai que la première rencontre, c'était. Je me suis dit tout de suite, mais qu'est-ce que je me sens bien avec cette femme? Qu'est-ce que je me sens bien, quoi. C'est cool, pas de pression, pas de tension, pas d'attente, pas de trucs. Oui, parce que quand elle me racontait ses relations avant avec ses autres copines, ok, elle l'acceptait, mais il fallait que ça soit discret, ça reste à la maison. Il ne fallait pas que ce soit trop visible. Voilà. Moi, j'ai dit, mais attends, tu dois vivre ta liberté. Je peux pas t'aimer d'un vrai amour si je t'enferme chez toi. C'est pas possible. Je me souviens la fois, j'appelle ça la fois où on s'est mariés, en fait. Ah. Je me souviens, on était dans le jardin, sur les petits fauteuils de jardin, il faisait du soleil, la pelouse n'était pas tondue comme d'habitude, et je me souviens, je lui ai dit, écoute, moi je veux pas d'une femme, parce que dire je veux un homme, je veux une femme, c'est possessif. Non, moi je veux pas de femme, je veux pas posséder quelque chose. Si je veux une compagne, quelqu'un qui m'accompagne dans la vie, avec qui on aura des projets, qui me fera grandir et que je ferai grandir. Et c'est là où elle m'a dit, elle m'a regardé, elle m'a dit, ouais, ça me va. Et je crois que c'est ce jour-là où en fait on s'est mariés spirituellement. En parlant de mariage, est-ce que vous avez des envies de mariage? On y a pensé, mais en fait, fiscalement, c'est pas intéressant. Finalement, ça revient à ça. Oui, non, mais on n'a pas besoin de ça en fait. Franchement, je kifferais avoir une belle robe blanche, ça c'est clair, mais je peux l'acheter à côté. Hein. Je peux faire des faux mariages. Non. On s'est rendu compte c'était. On ira à Las Vegas. C'était plus des contraintes juridiques qu'autre chose. Non, on va plutôt se paxer là. Et où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Bonne question. Ouais, je vois bien au soleil, hein, sur une plage, à faire des voyages. Profiter ou peut-être faire de la méditation à Bali, enfin un truc comme ça, ou dans un ashram en Inde. En Inde, oui, on en a discuté la semaine dernière. Ouais, voilà. Moi, je vois des trucs, des voyages, des choses comme ça. Bon. Et toujours mère aussi? Ah non, j'arrête ça, arrêter les conneries. T'as marqué l'histoire avec ça au moins. Oui, voilà, bon, le taf est fait, ça. Mais franchement, vous bossez 10 heures par jour pour 1 000 € par mois et tout le monde vous déteste. Franchement, c'est pas le job qui fait rêver. Je donne le poste à qui l'on veut. Donc, c'est clair, je me représente pas. J'ai envie de faire des choses plus utiles, des choses qui ont du sens. Là, j'ai l'impression d'être concierge de village, quoi, avec des gens qui sont jamais contents parce que ils n'ont pas reçu le calendrier des poubelles, parce qu'il y a des papiers gras dans son foncé, parce que des trucs, tu te dis, mais voilà, ça j'ai donné. C'était une expérience intéressante, ça c'est clair. Là, j'en ai fait le tour. Non, j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens. Peut-être un engagement politique différemment, ou associatif, ou voyager, ou simplement me retirer dans un petit coin de campagne, faire pousser des fraises et des poireaux. J'en sais rien, voilà. Mais j'ai envie de faire autre chose. Très bien. Et ça fait combien de temps que vous disiez que vous étiez ensemble?
9 ans. 9 ans. Qu'est-ce que vous diriez permet de maintenir la flamme ou de maintenir une relation qui est saine et qui dure? Je pense qu'il faut partager. Il faut toujours partager les choses. Le jour où on ne partage plus rien, c'est là où le couple... Alors ça peut être des petites choses, on peut partager le lit, mais aussi les corvées ou faire un voyage. Là, on a repris la danse à 2. Ouais. Trop chouette. Quelle danse? Danse de salon. Donc là, on est sur le cha-cha-cha. Danse latine, tout ça. Il faut partager des choses, mais en même temps, pas interdire l'autre de faire des choses qui lui conviennent. C'est 1 + 1 = 3. Et donc, pour la danse, maintenant, ils disent plus allez, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, parce que c'est moi qui mène la danse. C'est bien. Donc, ils disent les leaders et les followers. Très bien. Attends, je lui dis, tu vois, c'est pas si facile de mener. Tu vois, c'est pas si facile. Et ça va. Il faut partager des choses, c'est ça. Faire grandir l'autre. Si vous ne faites pas grandir l'autre, si 1 + 1 = 1,5, il y a quelqu'un qui perd quelque chose. Ça ne tiendra pas. Ou cette personne vivra malheureuse toute sa vie. Mais s'il est 1 + 1 = 3, c'est-à-dire qu'il se crée une synergie, on fait grandir l'autre, on lui permet de faire des études, on lui permet de faire du sport, on lui permet de faire des choses, d'avoir des amis, de faire des associations ou l'autre. Voilà. C'est la liberté de chacun, plus partager des choses, et ça, c'est important. Et souvent, les couples, ils se sentent obligés d'être fusionnels et tout faire tout en même temps. Non, 2 fois par an, avec mon travail, je pars dans une ville européenne. J'ai cette chance-là. Donc ça, c'est trop bien avec mes collègues. Et j'ai certaines collègues qui ne viennent pas parce que mais je ne peux pas quitter mon mari ou je ne peux pas quitter ma famille. Ils vont être perdus sans moi. Non, il est parti 3 jours, c'est bon quoi. Ils savent se faire une omelette et des pâtes, hein, on est bien d'accord. Et si vous avez envie de vous dire quelque chose l'une à l'autre, ce serait quoi? Merci, tout simplement. Merci la vie, merci à toi. C'est vrai, ouais. De m'accompagner. Merci, bravo. J'ai bon caractère quand même. J'aime bien la jockey. Mais au début, elle prenait tout au premier degré. Ouais, tout simplement, merci. Elle est vraiment gentille. Hein. Je t'adore, ma chérie. Moi aussi. Pour terminer du coup le podcast, on a une question qui est la question un peu signature, qui est: c'est quoi l'amour pour vous? Quelle est votre définition de l'amour? On a combien d'heures pour répondre sur sa copie? Là, t'as 30 secondes. 30 secondes. C'est indéfinissable. C'est une émotion qui est très puissante. Je pense que c'est l'énergie même de la vie pour moi, l'amour. Sans amour, il n'y a pas de vie. D'ailleurs, c'est pas anodin que c'est un couple qui s'aime, qui fait des enfants. C'est parce que pour moi, l'amour, c'est la vie, c'est l'amour. Voilà. Donc, c'est la définition même de la vie, de l'énergie vitale, c'est celle de l'amour. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a le plus fondamental dans l'être humain. C'est vrai que entre nous, quand on a vraiment besoin du toucher, et quand on se touche, il y a de l'énergie, on sent qu'il y a de l'énergie qui passe entre nous. Et ça, c'est super important, moi, je trouve, dans l'amour, parce qu'en fait, on se régénère aussi avec l'autre, et c'est comme ça qu'on avance. On fait de la câlinothérapie. Quand ça va pas, on dit allez, câlinothérapie, puis on se fait des câlins. Tous les jours. Câlinothérapie, Okay. Voilà, c'est très important. Et puis on pratique. Avant de partir au travail, allez, un petit câlin, hop, et hop, on est parti. Voilà, et puis le pot à pot quand même. Ça, c'est super important. Les câlins pot à pot, sans forcément aller plus loin, mais je pense que c'est important dans l'unité du couple, ce contact charnel bienveillant. Je pense que ça ramène peut-être aux émotions les plus anciennes. On espère que vous avez aimé cet épisode. On vous rappelle que cette histoire, ainsi que celle de 14 autres couples queer, figurent dans notre livre Love Stories, que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies. Et n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Spotify si vous avez kiffé cet épisode. En attendant, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle Love Story. Bisous.